Robin Komito, vous êtes originaire du Vercors. Mm. Qu'est-ce qui vous a conduit aux forêts indonésiennes? Longue histoire. Moi, j'ai d'abord eu des liens très tôt en fait avec la nature, avec les forêts du Vercors. Et ce qui m'a conduit en Indonésie, c'est que aujourd'hui, on entend partout que tout est foutu en termes de protection de la biodiversité. Et un jour, j'ai découvert le combat d'une association, l'association Kalawait, qui œuvre en Indonésie depuis plus de 25 ans. Et ils agissent de manière extrêmement concrète. Enfin, ils sont sur le terrain en fait, et ils ont des résultats avec des effets, des impacts immédiats et qui sont présents sur le long terme. Et qu'est-ce qui vous y a sensibilisé à ça? C'était la sauvegarde de l'environnement en général, puisque vous êtes originaire de Villard-de-Lans. De Villard-de-Lans, comme dit Serge, justement aussi, et très attaché à votre Vercors aussi. Oui, exactement. Donc moi, c'était de la biodiversité de Villard-de-Lans, mais aussi de mes parents. J'ai de ça de mes parents. Et comme je disais, après moi, j'ai découvert cette association et je me suis pris une sorte de claque d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut encore agir pour la biodiversité. Ici, on peut agir ici pour la biodiversité, ici et là-bas. Oui, c'est ça, de partout en fait. Si on veut vraiment agir concrètement et sur le terrain, on peut agir de partout pour la biodiversité. Donc du coup, ça a fait une sorte d'élan d'espoir dans un monde où on nous dit qu'on ne peut plus rien faire. Et je me suis pris de passion pour Kalawait. Et de fil en aiguille, je me suis pris de passion pour l'Indonésie. Et c'est comme ça qu'après, je suis allé m'intéresser vraiment sur ce pays, sur sa biodiversité qui est exceptionnelle. Et là-bas, j'ai fait le constat qu'il y a beaucoup d'espèces. L'Indonésie, c'est 27% de la biodiversité mondiale. Énormément d'espèces endémiques qui sont toutes plus ou moins menacées. Et par exemple, on connaît bien l'orang-outan. Oui, et toute la sauvagerie qui gouverne l'exploitation de l'habitant des orang-outans, aussi les singes en général. C'est ça. Donc l'orang-outan, c'est l'espèce phare de l'Indonésie. Et heureusement pour lui, il y a plein de projets de conservation qui lui sont dédiés. C'est un peu la même chose pour le tigre, c'est la même chose pour l'ours, le tigre de Sumatra, Sumatra. Kalawait dont je parlais œuvre pour le gibbon. Par contre, l'éléphant, lui, il n'y a quasiment rien qui est fait concrètement. Et pourtant, c'est l'une des espèces les plus menacées au monde. Il y a 1000 individus seulement sur l'ensemble de Sumatra. Et on est en train de le regarder disparaître en croisant les bras, tout au plus en documentant son extinction, mais donc on ne fait rien. Et c'est de là qu'est né le projet Harapan di Gajah, de l'espoir pour les éléphants, c'est le nom de l'association, pour justement agir et inverser les tendances et sauver les derniers éléphants de Sumatra. Il est menacé pourquoi? Parce qu'il est pour braconnage? Parce que son habitat est menacé lui aussi? Oui, alors qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a plusieurs menaces en fait, et elles ont toutes en commun évidemment la déforestation, la perte de l'habitat. Aujourd'hui, on perd les éléphants de Sumatra et les éléphants d'Asie à cause des conflits avec les humains. Parce que la forêt se réduit, les éléphants sont dans des écosystèmes qui sont devenus trop petits. Donc dès qu'ils en sortent, ils tombent inévitablement sur les terres humaines, dans les villages, dans les terres agricoles. Ils génèrent de graves dégâts, de violents dégâts. Et forcément, ça énerve les gens sur place, ce qui est légitime. Le problème, c'est que cette colère, elle mène à tout un tas de moyens mis en place pour éliminer les éléphants. Donc à Sumatra, on met des clôtures électriques, mais elles sont raccordées au système électrique central du village. Donc elles sont beaucoup trop chargées électriquement, pardon, je vais y arriver. Donc elles tuent les éléphants au moindre contact. On a des cas d'empoisonnement, on a aussi, on peut aller tout simplement mettre une balle dans la tête de l'éléphant. Au Sri Lanka, c'est encore plus violent, on va mettre des bombes autour des terres et voire même dans les légumes. Donc il y a des scènes d'horreur qu'on voit régulièrement. On mine? Oui, c'est ça. C'est exactement ça pour éliminer les éléphants. Donc les conflits éléphants-humains, c'est vraiment une menace majeure qui en plus est extrêmement violente. Il faut savoir qu'en Afrique, on perd les éléphants à cause du braconnage. En Asie, on perd les éléphants à cause des conflits. Donc l'objectif de Harapan, c'est de répondre à ça. Et qu'est-ce que vous avez... Alors, vous avez entamé comme démarche de voyager, d'y aller, de constater aussi. C'est coûteux. Vous êtes un jeune étudiant. Exactement. En fait, là, en 2024, j'ai réalisé les repérages sur place pour me confronter à la réalité de terrain et poser les bases du projet. Et pour ça, j'ai pu compter sur le soutien du département de l'Isère, par exemple, qui m'a accordé une bourse, celui de la ville de Vienne aussi. Et puis, j'ai pu fédérer beaucoup de soutien et de donateurs, en fait, autour de ce projet. Donc, j'ai réussi à lever 2000 € en quelques mois. Et, dans le but, en fait, de rencontrer là-bas les acteurs locaux aussi, de les mettre en lien avec notre territoire aussi. C'est-à-dire que ce que vous vouliez aussi, c'était agir ici pour là-bas. Hein. C'était aussi le sens de votre démarche. C'est ça, en fait, il y a cette volonté d'agir sur tous les fronts, parce que d'un côté, il faut être sur place pour sauver les éléphants, de l'autre côté, il faut aussi pouvoir sensibiliser les gens ici, parce que ce sont nos pratiques, par exemple, qui impactent aussi la biodiversité à l'autre bout du monde, par notre consommation. C'est notre mode de vie. Oui, c'est ça. Je veux dire, quand on va consommer de l'huile de palme, par exemple, on sait très bien qu'on a un impact.
en Indonésie. Donc en fait, toutes ces causes-là sont liées et se recoupent. Et les actions ont été déjà nombreuses aussi, on en parle depuis une bonne quinzaine d'années. Oui. Est-ce que selon vous, ça a reculé, vous qui êtes allé sur place? C'est une grande question. Il y a eu beaucoup d'actions, en fait, ça dépend à quelle échelle on se pose. Si on est au niveau politique, par exemple, oui, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de lois. Par contre, si on est au niveau local, bah, il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que moi, je mène ce projet pour l'Indonésie et pour Sumatra, parce qu'à Sumatra, il y a quasiment rien sur place, sur le terrain. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai été dans des villages qui me disent, mais on se sent abandonné, personne n'est là pour nous. Et en fait, ils sont désespérés, ces gens-là. Comme on parlait des conflits, vous vivez dans le stress constant d'avoir un éléphant qui va venir détruire votre maison, qui va venir détruire vos récoltes. Donc, bien sûr que c'est dramatique. Et les populations sont sensibles à votre action aussi. Donc, vous avez décidé de faire un film documentaire pour sensibiliser ici sur ce territoire et poursuivre l'action de cette association. Donc, Harapan Digadja, qui veut dire... De l'espoir pour les éléphants. De l'espoir pour les éléphants en indonésien. Ce film documentaire que vous avez réalisé est projeté à Grenoble à la Maison du Tourisme le 22 février prochain. C'est une projection libre et gratuite pour tout le monde. Que peut faire votre association aujourd'hui? Que peut faire Harapan Digadja? Ici, avec ce film ou projet en Indonésie? On a compris que c'était le point de départ et que c'est déjà bien en route. Vous demandez des financements, il faut vous aider. Puisque ces voyages sont coûteux, il vous faut du matériel aussi pour réaliser votre mission. Qu'est-ce que vous pouvez faire par le biais de cette association? Nous, on va surtout... Où voulez-vous aller? On va lancer nos premières actions en Indonésie en juillet prochain. Parce que, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de répondre concrètement aux problématiques tout aussi concrètes que sont les conflits, la déforestation, la dégradation de l'habitat. Donc, nous, notre projet, c'est de travailler avec les gens sur place, en fait, parce que c'est eux qui sont impliqués dans les conflits, et les aider à repousser les éléphants hors des terres anthropisées, les terres agricoles, les villages, sans nuire aux éléphants, sans les faire stresser, tout en garantissant leur sécurité, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de gérer activement la problématique des conflits éléphants-humains. Mais c'est possible, ça? Bien sûr. En fait, vous avez des pistes, vous avez du soutien là-bas, parce que pour limiter ou voire anéantir les conflits, ce sont des conflits qui sont installés. En fait, c'est extrêmement complexe. Déjà parce que l'éléphant, c'est un animal extrêmement intelligent. Donc vous avez de grandes ONG qui vous disent chaque année, on a un nouveau système, on va mettre des clôtures qui fonctionnent avec l'énergie solaire, c'est super, c'est hyper développé. Mais ça, vous êtes au cœur de la jungle. Donc, votre système hyper complexe, il faut l'entretenir. Vous êtes au cœur de la jungle, vous avez des composants qui viennent des 4 coins du monde, ça ne marche pas. En plus, ce qu'ils nous ont sorti, au bout de 3 jours, ça ne marchait plus avec l'humidité. Donc c'est totalement déconnecté en fait, des enjeux et de la réalité de terrain. Il faut être pragmatique, donner aux gens sur place des outils qui soient faciles à fabriquer, qui soient faciles à entretenir et qui soient efficaces. L'éléphant, c'est un animal qui est... c'est un colosse, quoi. Mais on peut le repousser et le faire fuir, parce que c'est l'objectif, le maintenir dans son habitat. On peut le repousser avec des outils extrêmement simples, en allant jouer sur la vue, sur l'ouïe, sur l'odorat. Aujourd'hui, par exemple, en Thaïlande, il y a une ONG qui fait ça très bien, qui s'appelle Nature and Wildlife Association, avec laquelle je travaille. Et quand ils vont voir les locaux, ils leur donnent tout un tas d'outils. Et puis, ils leur donnent notamment des techniques. Par exemple, vous pouvez fabriquer des galons. Les galons, c'est des contenants dans lesquels vous allez mettre des pierres, des clous ou des débris de verre. Vous allez secouer ça et l'éléphant déteste ce son. Vous pouvez changer le contenant, donc ça change le son. Donc, l'éléphant ne peut pas s'habituer. Et comme ça, vous arrivez à repousser les éléphants. Donc l'idée, c'est d'arriver avec ces outils-là. Il y a des choses... Non pas avec des tranchées, parce que vous montez des tranchées, je parle des tranchées dans votre document, et les éléphants eux-mêmes vont tenter de combler ces tranchées pour pouvoir traverser. Aujourd'hui, par exemple, à Karangampa, donc là où je travaille avec mon association, ils ont déployé des tranchées autour des terres parce que les éléphants ne savent pas sauter. Mais on a vu des éléphants qui venaient combler les trous et faire un passage. En fait, ils savent très bien faire. Les clôtures, c'est pareil, ils savent les faire tomber. En fait, ils auront toujours peur d'un seul élément, c'est la présence humaine. Donc, outre les outils dont je parlais, l'idée c'est surtout de pouvoir déployer des patrouilles autour des terres et maintenir une présence humaine de sorte à ce que les éléphants restent dans leur habitat et que les humains restent dans le leur. C'est que comme ça qu'on peut assurer une vraie coexistence entre les éléphants et les humains. Et ça, c'est urgent aujourd'hui à mettre en place, surtout à Sumatra. Et à terme, vous n'avez que 20 ans aujourd'hui, oui. Vous êtes étudiant. De quoi est-ce que vous rêvez, Robin? Moi, personnellement, c'est déjà de vivre sur place avec... dans la jungle, en fait, avec les gens sur place, avec les éléphants. Et puis, de manière plus générale, c'est surtout de faire réussir ce projet-là, en fait, parce que il y a de vraies problématiques, il y a de vrais enjeux, et on peut y répondre. Moi, comme je le disais, j'invente rien, en fait. Je regarde un peu ce qui se fait ailleurs en termes de gestion des conflits, parce que c'est ça notre grand projet. Et l'idée, c'est de déployer la même chose à Sumatra. Donc maintenant...
dans 5, 10, 20 ans, j'espère au moins que dans une certaine région de Sumatra, parce que c'est vaste, on aura réussi à gérer les conflits de manière très concrète et qu'on pourra vivre en paix avec les éléphants. C'est ça l'espoir. D'ailleurs, c'est le mot de votre association. Hein, Serge? Ah oui, moi je suis très touché par ça, parce que alors très sérieusement, je suis très très touché par les problèmes animaux, on va dire les animaux en général, c'est psychanalytique parce qu'à la limite, hein, je veux dire, bon, parce que là, et les éléphants particulièrement, donc je trouve ça assez émouvant et assez, et il a 20 ans, tu as envie que tu vas aller loin, parce que l'énergie que tu mets déjà à 20 balais, au moins tu la mets quelque part, et c'est vraiment bien, et je dirais, c'est vrai que les éléphants, c'est un animal qui me fascine complètement, et les voir massacrer, c'est une horreur. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, en fait. De même que les êtres humains devraient apprendre à vivre ensemble, hein, parce qu'actuellement, ils ne savent pas tous, vraiment. Ben, on devrait apprendre à vivre avec les animaux également, et surtout, entre autres, les éléphants, entre autres, tous les animaux. Mais les éléphants, ça me touche énormément, même si ce sont des animaux, on a l'impression qu'ils ont un slip trop large derrière, toujours un petit peu. On les voit, non, mais ils sont c'est plus que sympa. Mais est-ce qu'on peut aider financièrement ta Oui, association? bien sûr. Alors aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qui va nous aider, parce que... Dis-y, Mais je le dis. Sur la plateforme Eloasso, est-ce qu'il y a On a un site internet qui est tout neuf. Et oui, voilà, on peut nous aider, faire des dons. Ça, c'est ce qui va nous aider. Enfin, ça va énormément nous aider. Donc, les dons des gens, les particuliers, comme nous tous autour de cette table. Les fondations aussi, si elles sont aptes à nous aider, bah, on reçoit aussi. Chaque euro, en fait, est un pas de plus vers la réussite de notre projet. Donc, évidemment, on peut nous aider comme ça. Puis, bien sûr, venir à cette projection le 22 février. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à découvrir. Parfait, merci beaucoup, Romain Comito. Bravo. Robin, pas Romain, Robin. Voilà. Et tout de suite, parce que la musique adoucit les mœurs aussi. Hein, le rire, mais la musique aussi. On y va tout de suite.